à tous, ici Sassa qui vous retrouve pour l'émission Au micro de RTI. Nous poursuivons aujourd'hui l'interview de l'ethnologue Josiane Coquelin sur la culture et l'organisation de la société Puyuma traditionnelle. Arrivée sur le terrain chez les Puyuma, près de Taidong, dans les années 1980, elle a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de leur société. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cette interview, mercredi dernier, je vous invite à vous rendre sur le site internet de RTI pour la retrouver, ainsi que des émissions consacrées au parcours de Josiane Coquelin, à la place des femmes dans la société Puyuma et aux chamans chez les Puyuma. Mercredi dernier, Josiane Coquelin nous avait expliqué comment la société Puyuma était à l'origine divisée en moitiés autonomes, mais quand même unie par un système de classes d'âge qui structure toute la société. Les adolescents étaient donc formés dans le takuban, une construction en bambou sur piliers haute de 3 mètres. Vers 18 ans, ils changeaient de statut et de maison pour aller vivre dans la maison des hommes, mais comme Josiane Coquelin nous l'a expliqué la dernière fois, les 3 premières années dans la maison des hommes, ils avaient une vie très éprouvante. Que se passe-t-il ensuite ? C'est là qu'intervient la chasse aux têtes. Après ces 3 années où ils en avaient un petit peu, ils allaient à nouveau changer leur petite jupette qu'ils ont eue à 18 ans dans la montagne. Et là, on leur enlève leur jupette bleue, mais on le fait au village, parce que là donc, ça veut dire qu'ils sont intégrés. Et on leur met une jupette noire. Mais à l'époque, il fallait ramener une tête coupée qui restait dehors. Après, il fallait faire des rituels pour que le jeune puisse être intégré, sinon il amenait des maladies. Il fallait transformer cette tête ennemie en amie. Vous voyez ? Donc, puisque la tête va permettre aux jeunes de pouvoir chasser, guerroyer et épouser une femme féconde, la fertilité dans toute sa splendeur. Donc là, ils vont se marier. Ouais, bien sûr. Alors, ils allaient couper des têtes, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a des photos des Japonais. Ils ramènent les têtes coupées. On a les chants, d'ailleurs, aussi. Mais qu'est-ce qui se passait ? Je leur ai dit, mais pourquoi vous coupez les têtes ? Eh bien, parce que quand le jeune restait à l'extérieur du village, dans une petite hutte, avec sa tête coupée, il vivait avec, et il la nourrissait. Il nourrissait la tête coupée, et il lui disait, nous sommes amis, sinon comment serais-tu venu vers moi en toute confiance ? On ne tue pas quelqu'un contre son gré. Donc il s'est offert. Vous comprenez ? Donc cet ennemi, il fallait le transformer en une personne sociale interne qui amènerait le bienfait. Et donc on nourrissait la tête coupée. Bon, et après la tête, elle allait sur l'étagère, là près des latrines. Chaque homme Puyuma devait donc autrefois rapporter une tête coupée après 3 ans passés dans la maison des hommes. C'était un rituel de passage important. Il fallait que ce soit la tête d'une personne en dehors du village, mais un Austronésien, un alter ego. Il pouvait donc couper la tête d'un Amis, d'un Bunong ou même d'un Katipul, alors qu'ils sont classés aujourd'hui par le gouvernement taïwanais dans la catégorie des Puyuma. Il y avait aussi d'autres circonstances dans lesquelles les Puyuma coupaient des têtes, pour une vengeance par exemple. Mais c'était ma tête ou la tienne, donc ce n'était bien sûr pas à prendre à la légère. Revenons au takuban, la maison des adolescents, et à la maison des hommes, dans lesquelles les jeunes perdaient en quelque sorte leur identité pour se fondre dans leur classe d'âge. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce takuban, c'est qu'il y a une plateforme ronde autour. Et c'est juste à l'entrée du village, mais intérieur. Et ils faisaient des rondes. Et justement, pour empêcher les vieux de ne pas... Il fallait retirer le chapeau. Tout ça, c'est absolument bien dans la tête de tous les vieux que j'ai eus. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais le jeune qui rentre, il perd son identité. Et les vieux m'ont dit, on se noircissait les dents. De façon à être vraiment anonyme, on était tous du même échelon, tous du même sous-échelon, la même année. Donc ça, c'est important. Et quand les jeunes se coupaient de la maison biologique, la maison des mères, c'était fini. Normalement, c'était fini, ils étaient autonomes. Alors, il y en a qui disent qu'ils amenaient un petit peu à manger, des pansements. Parce que comme ils se battaient, ils amenaient un petit peu des pansements. Donc, ce qui est important, c'est de voir que ces jeunes, en fait, ne participaient pas à la vie économique, mais pas encore à la vie active des hommes, mais indirectement, si, quand même.
puisqu'ils avaient ce pouvoir, vous vous rendez compte, ce pouvoir de licencier quand même un vieux. C'est bien pour ça qu'on est dans une société où il n'y a pas de chefferie. Il y a un pouvoir, un contre-pouvoir. Il y a un chef, mais il ne sert pas à grand-chose. C'est un intermédiaire. Aujourd'hui, il sert d'intermédiaire. Les Japonais servaient d'intermédiaire avec l'école. On a même eu une femme. Donc, quand on est dans la maison des hommes, au bout de 3 ans, voilà, on y allait. Mais il faut savoir aussi que quand on rentre dans une maison des hommes, on prend le nom de la maison des hommes, où on est. Aramo Patapang, Karunun. Donc, le problème est que dans les années 50, le maire de Puyuma, il a commencé à détruire des maisons. Il n'a laissé qu'une seule maison des hommes de chaque côté. Vous vous rendez compte du nombre de Patapang et de Karunun qu'il y avait. Hein. Et ils changeront. Alors, ce qui est très important, c'est qu'ils savaient réguler leur population. On était un village fermé. Donc, ils ont toujours tendu vers l'oliganthropie. Ça, c'est magnifique. Les Japonais l'avaient remarqué. Entre les Japonais et moi, la population n'a pas bougé. L'oliganthropie, c'est quoi l'oliganthropie, c'est de réguler la population. Il faut absolument ne pas laisser la population exploser. Et quand on voit, quand ils arrivent à 21, 22 ans, on va les marier. Et très souvent, on les mariait, presque toujours, avec des jeunes. J'en ai même une, Panaï, elle m'a dit, mais j'ai été mariée, je n'étais pas pubère. Donc vous voyez ce qu'elle me racontait? Je n'étais pas pubère. Donc elle dit, je suis restée chez ma mère, et lui est resté dans la maison des hommes. Alors ils pouvaient broder, les hommes brodaient. Ils brodaient pour leur épouse, avec qui ils n'avaient pas de relation normalement. Et j'ai fait un calcul, j'ai recensé tous mes vieux, à quel âge ils ont eu leur premier enfant? 30 ans et 7 mois de mémoire. Parce que quand vous avez 21, 22 ans, si vous engendrez un enfant, 23, 24, 25, allez, votre père, il a quel âge? Tout juste 50. Ça veut dire que vous savez très bien comme moi que la force génétique, c'est-à-dire la force de procréation, ne se partage pas. Mais même chez nous, quand vous avez une femme, allez, on va dire 40, 43 ans qui enfante, et qu'elle a eu elle-même une fille de 20 ans qui donne naissance. On dit, t'as vu, elle vient d'avoir un enfant, alors que elle est grand-mère. Bon, même chez nous, c'est pas très bien vu. Eh bien là, en fait, quand il rentrait dans la maison des hommes, définitivement à 21, 22 ans, il devenait ce que j'ai appelé un guerrier viril, Bangsaral. Bangsar, ça veut dire bel homme. Mais en fait, j'ai traduit par guerrier viril parce que je vous l'ai dit, il pouvait guerroyer, chasser et avoir des enfants. Donc, guerrier et viril. Mais à 50 ans, il a un fils qui arrive. Et là, il y a un nom pour eux, c'est Barabarat, c'est-à-dire le nom de la poutre centrale. Alors, j'ai appelé cette classe d'âge, cet échelon entre deux. À 50 ans, je les ai vus arriver à Mangayao. Ils avaient la veste des vieux, mais ils avaient encore la culotte, la cuissarde des guerriers virils. J'ai dit, mais pourquoi tu es habillé comme ça? T'as pas le droit, t'as pas 60 ans. Pourquoi tu mets le lumpao, la veste des anciens? Il me dit, j'ai 50 ans. Et là, tilt. C'est mon travail d'ethnologue quand même. J'ai dit, voilà, j'ai compris. Et il s'appelle Barabarat, c'est-à-dire l'entre-deux. Donc, quand il arrive à 50 ans, on peut pas quand même dire à un homme de 50 ans de ne plus avoir de virilité. C'est un petit peu jeune quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va marier le jeune, comme je vous l'ai dit, avec une très jeune. Il ne va pas consommer le mariage. Donc, ça permet au père de pouvoir éventuellement continuer à procréer. Donc, c'est ce que dit son habit de vieux et son habit de jeune. Il peut continuer à guerroyer, mais on est en train de lui dire, attention, papy, tu vas tomber. Les enfants, c'est plus vraiment pour toi. Et à 60, il laisse tomber la cuissarde des jeunes. Il n'a plus que sa veste et son fameux chapeau qu'il doit retirer. Et là, il devient un ancien, un sage. J'ai traduit par sage, Maïdang Maradam, le vieux, celui qui sait. Donc, ce sont des sages. Et là, il va avoir quand même beaucoup de pouvoir. Il va siéger, il va marier les jeunes. Mais on voit bien que le système d'âge régule la population. Les Japonais l'ont vu, ça. Ils ont dit, c'est une population qui ne change jamais. Vous voyez, qui ne grandit pas. C'est plus la vérité complète aujourd'hui. Mais là, et d'ailleurs,
Je vous ai dit tout à l'heure, à 50 ans, les femmes, on les appelle du poil dans les oreilles. Parce qu'on est là aussi en train de leur dire, attention, vous avez du poil dans les oreilles, vous êtes vieille, vous ne pouvez plus procréer. C'est une ménopause sociale, en fait, pour l'un comme pour l'autre. Donc, eux, ils savaient bien que si on n'avait pas cet équilibre démographique, eh bien, on aurait une dérive qui déstabiliserait le système des classes d'âge. Et ça, on ne pouvait pas se permettre. Il fallait garder le même nombre de jeunes, le même nombre de vieux, le même nombre de femmes. Et ça, ils ont parfaitement bien su le faire, apparemment. C'est grâce à son enquête de terrain que Josiane Coquelin a pu mettre au jour l'importance du système d'âge dans la société Puyuma, mais cela se reflète aussi dans les mythes Puyuma qu'elle a étudiés. Il y a un mythe qui me dit que 2 enfants, qui étaient de Puyuma, mais le père, la mère avait été mariée à Katipoul d'ailleurs, le père était chef, mais ils ont été chassés du village parce qu'ils ont tué leur sœur, qu'importe. C'est eux qui construisent le premier Takuban sur pilier. Et ils disent à tout le monde, attention, interdit de venir. Hein. Mais le père, il dit, mais moi je suis chef. Moi je suis le chef. Enfin, mes enfants, ils vont quand même pas me dire de ne pas rentrer dans leur maison. Donc le chef, il vient, mais les enfants le tuent. Donc vous voyez bien que le système d'âge domine la chefferie. Mais ça, c'est le mythe qui me le dit. Qu'en est-il aujourd'hui ? Comme on pourrait s'en douter, cette organisation sociale et toute la culture Puyuma a été chamboulée par l'arrivée des colons japonais, puis par l'arrivée du gouvernement nationaliste du Kuomintang. Même si ces dernières années, le gouvernement taïwanais encourage les autochtones à retrouver leurs racines, c'est peut-être un peu trop tard. Josiane Coquelin le constate sur le terrain, c'est souvent de la folklorisation. Les jeunes ne parlent pas la langue, a fortiori. Quand il faut chanter, c'est souvent les vieux, qui d'ailleurs lisent, moi j'ai fait des films, ils lisent des textes en katakana. La structure, elle est un peu morte, hein, parce qu'il y a une maison des hommes, point barre. Il n'y a plus un seul takuban, tout a été réuni. Bon, la destruction, elle a commencé un peu déjà avant les années 50, et puis c'est un maire, Orumakan de mémoire, qui l'a complètement abandonné. Mais même les Karumaan, pendant un moment, la maison du culte aux ancêtres, elles ont souffert. La mienne, celle où j'étais, chez les Passaraat, c'est-à-dire les premiers du village, ceux qui font l'unité en fait, elle avait été abandonnée. C'est Thomas Tao Chetian qui l'a reprise. Donc cette structure de moitié, elle est là, elle est toujours là, elle a toujours le nom de ses maisonnées. La seule chose est qu'on sait que c'est la moitié haute qui est la moitié primordiale et que l'autre moitié, elle a été constituée soit par des scissions, soit par des apports extérieurs. Voilà, avec tous ces éléments, vous avez désormais un aperçu de la société Puyuma et en écoutant Josiane Coquelin, je comprends pourquoi elle fait en quelque sorte autant d'archéologie que d'ethnologie, parce que la société a tellement changé que ce n'est pas facile de comprendre comment elle fonctionnait avant. J'ai eu la chance d'arriver en 1980. J'ai eu cette chance parce que j'avais encore tous ces personnes âgées qui étaient nées au début du 20e, vous voyez, et avec qui on a vécu quand même pas loin de 10 ans. Hein. Et là, je vais vous dire, je les ai essorés, mes vieux, et complètement essorés. Je ne les quittais pas à tel point, je vous les ai racontés. Un jour, j'étais avec Isao, ce magnifique garçon de la maison aînée Pakaoyan, qui était tétraplégique, et sa cousine qui vient le visiter, et alors on se met parler en Puyuma, bien évidemment. Et tout à coup, elle regarde Isao, puis elle lui dit « Oh, mais elle parle comme les vieux !» Donc, et moi, ça m'a fait un énorme plaisir. Je devais avoir pris des tics de vieux, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais. Là, l'autre jour, j'ai vu une Puyuma, j'ai raconté une histoire, l'histoire de Sam Kwan quand il a été élu. Je l'ai raconté en Puyuma, bien évidemment, mais c'est la seule langue que je parle. J'ai complètement oublié mon Minkouk ou Kwasi. Elle l'a relevé en chinois, alors que je lui donnais les termes en Puyuma. C'est ça qui est perdu. Mais ce sont des gens qui ont 60 ans, elles en avaient 20 et 40 ans. Donc à 20 ans, c'est vrai qu'on fait autre chose. Hein. Je pense que même les personnes âgées, l'autre jour j'ai dit à Takamori, qui est un peu plus âgé que moi, et je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles de Tabula Elai? Et il m'a dit ça ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Et l'autre jour, je l'ai posé la question à Rong,
Je lui dis, mais si, c'est une plante, c'est Centella asiatica, tout le monde la connaît, hein, il y en a tout le long des chemins. Et je lui dis, mais si, vous le mettiez dans le vin Kishu. Ah oui, mais c'est complètement oublié. Mhm. Donc il y a une perte énorme, et quand on perd la langue, je répète toujours, on perd la culture. Mhm. Ce travail de recherche et de documentation de Josiane Coquelin, qui a publié des livres, des dictionnaires et des articles, et qui a fait de nombreux enregistrements, est donc très précieux. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, et je souhaite la remercier chaleureusement d'avoir accepté de synthétiser ses connaissances pour les partager, ce qu'elle a fait avec brio. Semangaran. Merci en langue Puyuma. Semangaran, Semangaran. Nous terminons en musique avec un chant de départ pour Doulien, c'est ainsi que les Puyuma appelaient Josiane Coquelin. Bien sûr, elle n'a jamais vraiment quitté les Puyuma, puisqu'elle leur reste très attachée. Mais on lui souhaite de pouvoir les retrouver bientôt ici à Taïwan. ya